Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 233 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Alors aujourd'hui, place au trophée du Basket Lab saison 2024. Bon, alors, comment allez-vous ? J'espère que tout va bien et j'espère que vous ne pensiez pas que j'allais vous abandonner. Et non. L'hebdo, c'est fini. En tout cas, l'hebdo de saison régulière, on se retrouvait tous les lundis matins pour parler de l'actu de la semaine, mais je ne voulais pas vous abandonner, évidemment, et donc ce lundi, c'est pas une hebdo classique, c'est plutôt le point d'orgue de cette saison régulière, la fin de saison régulière. Au moment où vous écoutez ça, vous, les derniers matchs de la nuit de dimanche soir ont été joués, moi je ne sais pas. Mais voilà, aujourd'hui, pas d'hebdo classique, mais tout de même, les trophées de la saison pour conclure l'année en beauté. Et d'ailleurs, comment mieux le faire qu'en recevant quelqu'un pour la première fois sur le Basket Lab, mais je suis ravi de le recevoir enfin aujourd'hui. Pour nous aider à faire ces trophées 2024 du Basket Lab, vous le connaissez, c'est Alexandre Martin de Trash Talk, évidemment. Et puis, comme d'habitude, pour soutenir le podcast, des petites étoiles sur iTunes, Spotify, des likes sur YouTube ou un abonnement sur vos plateformes de podcast préférées. Et merci à tous pour ceux qui le font et qui l'ont fait sur toute cette saison d'hebdo. Donc, aujourd'hui, dans notre laboratoire de recherche sur le jeu, on va décerner les trophées du Basket Lab de la saison 2024. Bienvenue dans le Basket Lab. Et donc, on se retrouve aujourd'hui pour les trophées de la saison 2024, les trophées mais made in Basket Lab, puisqu'on fait pas tout comme tout le monde. Et aujourd'hui, on reçoit une guest star. Aujourd'hui, c'est Alex de Trash Talk. Comment vas-tu, Alex ? Salut Guillaume, bah écoute, ça va très très bien. Heureux de constater que tu me considères comme une star. Ah bah quand même, tout de même. Je pense que tout le monde te connaît. Ouf. Ouais, mais c'est pas pour ça que t'es une star. Hein. Bon, Alex, je vais pas te lancer sur les Suns. Pour l'instant, on sait pas trop, et puis on est middle. non, bah en fait, ils vont pas être trop à part peut-être dans une de tes catégories de trophées. Je pense que sinon on va pas trop parler des Suns aujourd'hui. Ouais. Enfin, pas dans ce podcast en tout cas. Alors d'ailleurs, d'habitude, tu sais, c'est toujours l'instant promo au début du podcast, Alex. Bon, est-ce que Trash Talk, Trash Talk, qu'est-ce que vous faites en ce moment pour faire un peu vous aider au niveau promo Trash Talk. En ce moment, bah je sais pas si t'as vu, mais on refait une soirée visionnage de match au Grand Rex. Bien sûr. Qui est complète. Encore une fois, les gens, ils ont répondu présent, ça fait plaisir. Et puis, une grosse actu que j'aime beaucoup, moi, qui me tient particulièrement à cœur. Le 19 mai prochain, il y a la 3e édition de l'incroyable Brocante Sport. Ouais. J'adore cet événement. Je trouve trop cool. Et je trouve que si un jour on peut le développer, l'emmener partout et tout, je pense qu'on le fera. Voilà. Ok, donc sur Paris, c'est ça ? Oui, c'est à Paris, c'est à Grande Contrôle. C'est une entrée gratuite. Et puis, il y a plein d'exposants, brocanteurs, des professionnels, des amateurs, soit des professionnels de la brocante, soit des amateurs collectionneurs qui ont des trucs à vendre, tu vois, qui seront là pour proposer. Enfin, c'est assez incroyable. T'es jamais venu, Guillaume ? Faudra que tu viennes. Non, je suis jamais venu. C'est assez incroyable. Hein. Franchement, tu peux repartir aussi bien avec un maillot à 10 balles taille enfant qu'avec une photo signée Magic Johnson ou j'en sais rien. Il y a des cartes à collectionner, il y en a beaucoup aussi, des casquettes. Enfin, tu vois, tout plein de trucs de sport. De plein de sports différents. Cette année, en plus, on a des collectionneurs olympiques avec nous. Ah oui. Donc, des gens qui collectionnent des objets vraiment spécifiques à l'olympisme. Donc, par exemple, des pins de toutes les disciplines, de toutes les épreuves olympiques. Il y a du maillot aussi, il y a des répliques de médailles, il y a du timbre, il y a des éditions de journaux. Enfin, bref, de l'olympisme. Donc, c'est marrant aussi parce que moi, je pas forcément ce que je connais le mieux. Donc, ça m'intrigue beaucoup. Bon, je te promets que je viens l'année où tu as une carte Vlade Divac versus Nikola Jokic. Si t'as la carte spéciale comparaison entre les deux, je viens, je l'achète. Mais alors attends, c'est lequel le meilleur des deux alors ? Parce que moi j'ai pas bien compris du coup. Ah, alors moi j'ai retenu que c'était Nurkic au final, le meilleur de tous. Je pense que tu seras d'accord avec moi. Nurkic ou Dino Radja, ça dépend. Ouais, on va dire ça. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, ça fait très plaisir. Ah non, franchement, c'est un honneur. Alors là, moi, le Basket Lab qui m'invite, on va pas se raconter de salade. T'as vu, j'ai pas mis longtemps à te répondre. Hein. Ah, c'est vrai. Ah, c'est très gentil. Tu peux le dire. C'est vrai. Voilà.
Et donc on est là aujourd'hui pour les trophées du Basket Lab, puisque évidemment on fait pas tout comme tout le monde, mais non, évidemment c'est juste parce que les trophées habituels, tout le monde les fait tout le temps, on les connaît, mais c'est vrai que sur le Basket Lab, on a l'habitude, c'est la 3e année qu'on le fait, cette petite habitude d'essayer de décerner des trophées un peu particuliers, un peu en parallèle des grands trucs habituels, et donc on a des catégories qui n'existent pas en vrai, hein. On a des meilleures progressions, mais sur des contrats rookie ou à rookie, on a le Comeback Player of the Year, le Bye-Bye Player of the Year, etc. Donc plein de petites catégories un peu fun pour essayer d'aborder les récompenses sous un autre angle. Et donc on peut y aller si tu veux directement. On a une petite douzaine de trophées. Au début, c'est un peu classique. On n'a pas un MVP sur le Basket Lab. On a qui est le meilleur joueur offensif de cette saison 2024 pour toi. Donc pas de MVP, juste l'attaque du terrain. Je pense qu'on a deux, trois choix un peu faciles. Ouais, là, qu'est-ce qu'on fait? Je te donne mon choix ou Vas-y, tu donnes ton choix et puis tu expliques. Mon choix. Je pense qu'en joueur offensif, c'est extrêmement compliqué. En tout cas, pour moi, j'en avais 2 vraiment qui tenaient, les 3 qui tenaient vraiment le très très haut du panier. Ouais. Cette année, je pense que je l'attribue à Nikola Jokic. Ouais, je suis d'accord, et moi j'avais aussi, je sais pas toi, mais Doncic, sinon. Il y avait Doncic et même SGA, je me posais un peu la question de à quel point. Non, je pense qu'il est en dessous. Sur le plan strictement offensif. Ouais. Moi, j'étais plutôt sur Embiid. Ah oui, c'est vrai. Après, c'est vrai que j'ai même pas pensé à lui, vu le nombre de minutes. Oh là 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 là. Oui, voilà, moi aussi, il rate trop de matchs et tout, il se blesse, tout ça, mais attention, hein, quand il est sur le terrain, les équipes adverses, elles peuvent plus défendre, en fait. Enfin, c'est très compliqué. Je pense que Embiid, s'il joue toute la saison, entre tous les lancers qu'il provoque, qui augmentent considérablement forcément son efficacité, du coup, ouais. Il a bien progressé à la passe. En termes de spacing, est-ce qu'il y a vraiment un joueur qui crée plus d'espace qu'Embiid sur un terrain de basket? Je suis pas sûr. Tu vois, vu que les mecs sont obligés de le prendre à 2, à 3, voire à 6 pour l'empêcher de marquer. Alors, il a raté trop de matchs, il se blesse un peu trop et tout, mais je veux dire, on en parlera peut-être. Nous, on en a parlé avec Bastien quand on a fait nos trophées classiques, nos trophées. Oui. Tu vois, moi, je pense que Tyrese Maxey est un MIP en puissance. Je pense que le fait de jouer, pour un joueur comme Maxi, de jouer aux côtés d'un pivot aussi dominant et qui crée autant d'espace qu'Embiid, c'est une force offensive à lui tout seul pour toute l'équipe, en fait, Embiid. Donc, moins doué à la passe que Jokic, évidemment. Un moins efficace globalement au tir, mais il provoque plus de lancers, il est plus dans le contact, et puis il est pas si dégueu que ça à la passe. Enfin, tu vois, je pense qu'il est dans la conversation. Et puis je pense qu'il y avait la stat qui avait tourné là, c'est quoi? C'est plus de 1 point par minute, un truc comme ça. Oui, c'est une dinguerie cette stat. Bon, après le mec, forcément, tous les lancers qu'il a et qu'il provoque. Et pour moi, les lancers, attention, je dis pas ça de manière péjorative. Moi, pour moi, non. Obtenir des lancers, c'est un truc de grand attaquant pour moi. Oui, et puis tu sais, les lancers, ça fait arrêter le chronomètre, donc ça l'aide, puisque du coup, chaque possession est plus courte, et puis pour le point par minute, quoi, ça aide. C'est ça. Mais, non, mais je suis d'accord. Donc t'es d'accord sur Jokic, toi? Jokic, je suis d'accord, totalement d'accord. Je pense qu'il y a encore un écart avec Doncic, même si Doncic est pas loin, mais c'est un peu toujours des questions de profil, tu sais, où je pense qu'il y a un peu un compromis avec ce style de jeu de Doncic. Il y a un coup d'opportunité parce que c'est pas le même style qui est dans l'adaptation extrême, dans tout tourne autour de moi, mais je garde pas la balle longtemps. Il y a un aspect avec Jokic qui est déjà qui a ça, quoi, que ce côté, qu'importe ce que fait la défense, je peux réagir et je peux faire soit la passe, soit la scoring un peu de manière implacable, quoi. Et puis, comparé à Doncic, tu vois, il y a un niveau d'efficacité qui est tout de même meilleur, quoi, chez Jokic. Donc, c'est là-dessus où je pense que, même s'il est moins efficace que d'habitude, que depuis que l'an dernier ou qu'il y a 2 ans, mais il est quand même à un niveau d'élite. Il est au même niveau que Embiid, d'ailleurs, en termes d'efficacité. Donc, on a des vrais monstres d'efficacité, mais comme il y a le passing en plus chez Jokic, j'avoue que le choix était assez facile cette année. Comment tu mesures l'efficacité quand tu dis que Embiid et Jokic sont au même niveau d'efficacité? C'est quoi la stat ou les stats, toi, que tu prends en référence pour mesurer ça? Tu prends le true shooting? Ouais, true shooting. Ouais. Alors, true shooting ou point partir, c'est la même chose, quoi. C'est juste true shooting, tu fais x2, ça donne point partir. Mais effectivement, c'est un peu le côté, l'idée de productivité globale que j'aime beaucoup. Parce que tu vois, dans des cas comme Embiid ou comme Harden à l'époque, ou comme Doncic, les lancers francs, ça compte, quoi. C'est des points à ajouter, quoi. Donc, il faut les compter. Non, mais complètement. Et qu'est-ce que tu fais de Giannis, du coup, dans ce cas-là? Parce que je crois qu'en true shooting, Giannis, il rigole pas du tout, hein.
Yanis aussi, j'y avais pensé. Il est aussi extrêmement bon. Je vais aller regarder vite fait. Après, avec Yanis, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de limites. Je trouve. Différent, c'est clair. Ouais. C'est pas la même chose, quoi. En termes notamment de passing ou de création pure de demi-terrain, je le trouve un peu moins bon. Sur un MVP, peut-être on peut rajouter sa défense et ça fait un candidat MVP très très solide. Mais ouais. Mais tu vois, les trois sont autour des plus 12% d'efficacité par rapport à la moyenne. Ce qui sont des scores absolument énormes sur un tel volume d'utilisation, quoi. Donc, ouais. Bon, on est d'accord. On est d'accord sur celui-là, je pense. Offensif, ça va assez vite. Oui. Deuxième trophée du jour, le meilleur joueur défensif de cette saison 2024. Qui est-ce que tu avais et quel était un peu tes candidats? Le meilleur joueur défensif pur. Donc là, on juge des individus, quoi. Ouais. Alors, ce qui est cool et qui fait plaisir, c'est qu'il y a vraiment du français dans cette conversation. Mais vraiment. Puisque, par exemple, je suis allé vérifier, je sais pas si c'est la stat forcément à prendre le plus en compte, mais je suis allé faire un petit stat news pour avoir les defensive ratings individuels, le classement, tu vois, sur la saison. Numéro 1, Gobert, numéro 2, Wembanyama. Numéro 3, Jokic. Et numéro 4, Karl Anthony Towns. Et tu as même Anthony Edwards qui est dans le top 10, ce qui montre bien que cette stat de rating individuel est quand même influencée par le collectif. C'est-à-dire que plus quand tu joues, t'es entouré de joueurs forts défensivement, plus ton rating défensif individuel, il est bon, quoi. Tu vois? Ouais, bien sûr. Tu vois, t'es d'accord avec le raisonnement là-dessus. Donc, j'aime bien pondérer ce truc. J'aime bien pondérer ça, c'est-à-dire qu'en gros, là, comme quand tu me demandes le meilleur joueur défensif, moi, je prends le vrai meilleur joueur qui, individuellement, pour moi, est le meilleur défenseur. Ouais. Et du coup, je pense que c'est Victor Wembanyama. Et je pense pas qu'il aura le trophée de Deep Boy. Je pense pas qu'il aura le trophée de Deep Boy parce que Gobert est le patron de la meilleure défense de la ligue et que si Anthony Edwards se retrouve dans le top 10 en défense des ratings individuels de défense, c'est parce qu'il a Gobert derrière lui aussi, tu vois. C'est pas que dans un sens, quoi. Ça marche dans les deux sens. Ouais. Je pense que par contre, si demain tu me dis, je veux construire et j'aurai le choix dans les joueurs que je veux et tout, mais je veux construire la meilleure défense possible, poste de pivot, je prends Victor Wembanyama tout de suite. Hop, comme ça c'est fait. Là, tout de suite. Il est trop fort individuellement en défense et il est pas forcément très bien entouré. Oui, ça c'est clair. Je pense que là-dessus, il y a une question de philosophie. Et tu vois, par exemple, si tu me dis qui est intrinsèquement le meilleur défenseur aujourd'hui, au 12 avril 2024, je pense que Wembanyama, effectivement, est très très haut, voire même au niveau de Gobert. Moi, c'est comme ça que j'ai pris ta question, par contre. Ah oui, je comprends. Mais, ouais. Après, sur le trophée de la saison, et c'est pas rien en attaque avec Wemby, mais comme il y a eu un peu des fluctuations et qu'il progresse tellement semaine après semaine que j'ai l'impression que le niveau où il est actuellement, c'était peut-être pas forcément le truc non, c'est vrai, ce que tu avant, dis. Quoi. Donc, du coup, tu mets Gobert alors ? Je mets Gobert, ouais. Je mets Gobert, et tu vois, par rapport au rating que tu as cité, pour moi, c'est là où il est fantastique. C'est qu'en fait, pourquoi est-ce que le rating individuel de Edwards ou de Towns est aussi haut ? C'est parce qu'en fait, les minutes où ils sont sur le terrain, il y a aussi Gobert, quoi. Donc, c'est ça. Donc son impact aussi va sur leur score à eux, entre guillemets, quoi. Et ouais, je pense que Gobert est assez nettement. Et ce que j'aime bien, c'est que on a un peu oublié, ou alors on s'en souvient pas, mais par rapport même il y a 3, 4, 5 ans, je trouve qu'il a ajouté un niveau de mobilité qui est absolument fondamental, parce que le jeu est d'autant plus espacé, quoi. Il est en forme physiquement là cette année. Du coup, quand on oublie que c'est un athlète fabuleux et que quand il est en forme physique, même si c'est pas forcément le plus fluide et agile en termes de corps, tu vois, pour les switches et tout, ça reste un athlète fabuleux. Mais du coup, j'ai une petite question pour toi, Guillaume. Est-ce que tu connais le site craftednba.com ? De nom, ça me dit un truc. C'est un site de stats avancées où ils s'amusent à bricoler les ratings et tout. Ouais. Et pour classer les joueurs défensifs, ils ont créé une espèce d'indice qui s'appelle le Crafted DOPM, donc Defensive plus minus, quoi, tu vois. En gros, c'est un truc, ils se sont bien fait chier, hein, si tu me passes l'expression. Ils te prennent les defensive box plus minus, ils te prennent des indices des LeBron et tu vois tous ces indices-là ou des Raptors, quoi. Toi, tu connais forcément tout ça. Et ils te sortent un indice, le Crafted. Là, excuse-moi, en même temps, je suis sur là, mais je me rends compte que je suis sur l'attaque. Et donc, je vais te sortir la défense. Hop, Best Defender. Hop, avec le Crafted DPM. Et eux, en 1, ils ont Gobert aussi. Ouais. En 2, ils ont Draymond Green avec leur indice. Et en 3, ils ont Jonathan Isaac.
le fameux défenseur de l'année sur 15 minutes, quoi. Leur indice pondère les minutes. Je Ouais. pense. J'ai pas regardé toute la formule exactement. Mais donc, je trouvais ça assez intéressant qu'en fait, eux aussi foutent Gobert tout en haut. Victor Wembanyama est 8e. Et je m'emballe peut-être un peu avec Victor Wembanyama, c'est parce qu'en fait, je pense qu'un gamin qui débarque et qui est tout de suite si fort en défense et qui, au bout de si peu de matchs, en fait, est déjà un mec ultra craint et ultra reconnu tout de suite par ses pairs, quoi. On a vu pas mal de joueurs, là, de gros joueurs, dire, oh là là, c'est dur d'attaquer contre le gamin hyper grand, là, tu vois. Ouais. C'est vrai, on en a vu pas mal. Et donc, en plus, il a des bonnes stats, défensives, rebond, contre, la dissuasion, bon, malheureusement, ne se quantifie pas vraiment. Mais j'ai l'impression que t'as raison, sur l'année entière, j'aurais dû sûrement mettre Gobert. Mais j'ai l'impression qu'à l'instant T, c'est Victor Wembanyama, quoi. C'est complètement fou comment il défend. Le truc avec Gobert, en plus, qui est assez dingue, on voit ce côté... là où il est le meilleur, c'est pour empêcher les tirs au panier. Et ça se mesure bien. On voit qu'en termes d'efficacité, quand il est sur le terrain, l'efficacité adverse au panier, il est élite, quasiment le meilleur de NBA quand il est sur le terrain. Et surtout la fréquence, en fait, de tir au panier, où il est aussi élite. En fait, les adversaires sur le terrain prennent beaucoup moins de tirs au panier lorsqu'il est sur le terrain. Or, les tirs au panier sont les tirs les plus rentables. Donc c'est aussi là-dessus de là que vient le rayonnement, quoi. Donc Non, complètement. Effectivement. Meilleure défense de NBA, je crois, Minnesota en plus cette année. Ah ouais, non, meilleure défense de NBA, puis il y a 2 points d'écart au rating défensif collectif. Ouais. Donc c'est pas, c'est pas serré, quoi. Ouais. Draymond, tu t'en fais quoi de Draymond? Parce que mine de rien, quand il est revenu, lui, un peu en forme, là, c'était quand même plus pareil, chez les Warriors. Ça se voit tout de suite. J'avais pas un podium. J'avais un groupe de 4 du coup plutôt que 3, j'ai pas un podium, mais dans les 2, 3, 4, j'avais Bam Adebayo, Draymond et Wemby, justement. Un peu tout mélangé. Je sais pas trop comment distinguer. Mais effectivement, tu vois, les cas de Bam Adebayo et Draymond, pour moi, sont intéressants parce que les défenses ne sont pas élites en termes de collectif, mais sauf que quand tu regardes avec et sans eux, en fait, c'est eux qui structurellement font que la défense tient quand, sur le terrain, quoi. Donc c'est là-dessus où je trouve que c'est hyper valuable, mais je mettrais quand même un chouïa en dessous de Gobert pour l'instant cette année, moi, perso. Complètement d'accord. D'accord. On est d'accord. Si j'ai rien retrouvé, hop, 3e trophée du Basket Lab 2024. On part sur les meilleures progressions. Et ce que je fais, moi, j'aime bien séparer les jeunes, les très jeunes et les plus vieux au niveau des progressions. Et donc, d'abord, les joueurs dans les contrats rookies, donc moins de 3-4 ans en NBA, a priori. Quelle est ta meilleure progression de l'année 2024 sur les contrats rookies, donc draftés il y a quelques années à peine? Tyrese Maxey, il est toujours en contrat rookie, lui. Techniquement, ouais. Il a signé non, il n'a pas encore d'extension. En gros, il va être restricted free agent, là, c'est ça? Je crois qu'il l'a signé en anticipé, mais il est encore dans son contrat rookie, donc moins de 4 ans, ça compte. Ça compte totalement. Ouais, dans ce cas-là, c'est Tyrese Maxey. Prends Maxime. Est-ce que tu as d'autres candidats ou pas? Oui. J'ai d'autres candidats. Deux candidats que j'ai vraiment, je trouve que j'ai vraiment énormément aimé leur progression. C'est Jalen Williams du Thunder, qui avait déjà été très très bon en tant que rookie l'année dernière, mais là cette année, en 2e année, on va les voir arriver en playoff. J'ai absolument aucun problème à ce qu'il y ait des systèmes pour lui dans des fins de match serrées, tu vois. Ouais. Je trouve ça complètement dingue pour un 2e année. Donc je trouve et en plus sa progression statistique elle est réelle, quoi. Je veux dire, c'est pas juste visuel et juste le Thunder qui joue mieux et du coup ça se voit plus, c'est tout. C'est un joueur, Jalen Williams, qui a augmenté au point, au rebond, à passe et tout. Je pense qu'il est derrière Maxey quand même, qui a vraiment fait énormément monter ses stats avec finalement 3-4 minutes seulement de plus par match. Le vrai truc pour Maxey, c'est l'absence de l'ombre Harden, où on lui a donné les pleins pouvoirs sur la ligne arrière. Et du coup, il les a bien utilisés. Certainement aussi l'impact d'un tacticien comme Nick Nurse par rapport à Doc Rivers, qui est moins tacticien. T'as vu, je suis poli. Je suis poli. Et sinon, j'ai Jalen Williams, et sinon, j'ai Kuminga aussi. Ouais. Mine de rien, Kuminga... en fait, il a fait sa place titulaire dans des ailes Warriors où il y avait quand même quelques joueurs sérieux, quoi. J'avais aussi Kuminga dans mes notes, dans la shortlist. Sur Maxey, je dois dire que je suis peut-être plus bas que la moyenne. Alors, en fait, ça dépend pourquoi. Mais moi, en tout cas, sur le côté progression, en fait, moi, je trouve qu'il était déjà très bon l'an dernier. Ouais, ok. En fait, il a plus de ballons. Mais est-ce que c'est une progression ou est-ce que c'est... Enfin, c'est une progression de production, on va dire. Statistique. Et de statut. Et de statut aussi. Faut assumer mentalement, quand même. C'est ça, ouais, c'est ça. Mais par contre, tu vois, j'aurais envie de dire que celui qui a le plus progressé dans le jeu par rapport au joueur qu'il était l'an dernier,
Moi, je pense que c'est Jalen Williams. Hein. T'en as parlé, mais c'est assez bluffant le step-up qu'il a fait parce que l'an dernier, il était déjà sympa. Mais là, en fait, on a un vrai joueur d'élite d'une très bonne équipe, efficace, qui peut tout faire, playmaker. En fait, tu dis c'est un lieutenant. C'est un lieutenant. Ouais, je suis d'accord. Donc, en un sens, Maxey a pris un statut supérieur, mais en fait, il faisait déjà les mêmes choses l'an dernier, grosso modo, si c'est caricature. Quasiment, ouais. Là où Williams est meilleur en soi intrinsèquement que l'an dernier, je trouve. Ça, je comprends, tout à fait. Williams est meilleur. Maxey, je vois ce que tu veux dire. Moi, ce qui m'impressionne chez Maxey, c'est le côté... Donc, tu enlèves Harden, et donc tout le monde... on était là, dans les previews, on dit « Ah, ça va pas être si simple que ça à digérer, l'absence d'Harden et tout. Ça va en mettre du gros poids sur les épaules de Maxey. Va falloir qu'il prenne de la place au scoring, qu'il assume beaucoup plus de rôle dans la ligne arrière et tout. » Bah, pas de problème. Ouais. Pas de problème. Tyrese Maxey est un All-Star, tu vois. Genre, boum. Et même s'il a eu un petit coup de mou là en creux de saison, il a su quand même pas trop mal se ressaisir. Et je trouve que alors évidemment la saison des Sixers a été faussée par la blessure d'Embiid, hein. Mais je pense pas qu'il serait à la lutte là autour du play-in et du top 6. Je pense qu'il serait vraiment à la lutte dans le top 4 en fait si Embiid se blesse pas, parce que je pense qu'un Maxey a le niveau pour ça. Et moi j'en avais un autre, je sais pas si tu l'avais, mais moi je trouve qu'il a beaucoup progressé. Moi j'avais Anthony Edwards. Ah non, ouais, Anthony Edwards, il a beaucoup progressé, c'est vrai. Mais il est en contrat rookie, Anthony Edwards? Il est encore techniquement, parce que draft 2020, donc Oui, il a signé l'extension, mais elle n'est pas appliquée encore. Elle n'est pas encore appliquée. Et je trouve qu'il y a ce truc où on se rend pas compte parfois quand... C'est plus facile de voir un joueur qui passe de mauvais à bon, alors qu'un mec qui passe de bon à très bon, on le voit souvent moins, c'est moins palpable. C'est vrai, comme Tyrese Haliburton un peu. Oui, tout à fait. Et Edwards, tu vois, il y a un côté de playmaking et de défense qui, pour moi, sont un clair step-up par rapport à l'an dernier. Et ce qui fait que, ouais, limite, je le considère pour être premier. Là, je l'ai mis deuxième aujourd'hui, mais je trouve qu'on sous-estime un peu à quel point il a fait des progrès cette année. C'est vrai. Après, moi, c'est sûr que je suis... Peut-être j'en attends trop d'Edwards. En fait, moi, beaucoup regardé les Wolves cette année parce que ils m'ont beaucoup impressionné. Puis, je sais pas... j'aime beaucoup la saison de Karl Anthony Towns. J'étais très triste là quand il s'est blessé. Mike Conley, c'est un joueur que j'ai toujours bien kiffé. Enfin, en fait, j'aime bien cette équipe des Wolves. Donc, je l'ai beaucoup regardé jouer. J'avoue qu'Edwards m'a impressionné à de nombreuses reprises. J'avoue qu'à d'autres reprises aussi, quand il pull up n'importe comment sur le demi-terrain et tout, j'aurais tendance à dire, c'est vrai, il a progressé en termes de création, de prise de décision, mais il y a encore du chemin. Hein. Il y a encore du chemin. Il y a encore un long chemin. Tu vois, défensivement, on était plutôt sur un mec qui avait des flashs défensifs. Là, cette année, c'est solide tout le temps. Et même le playmaking, il y a des actions qui se développent. J'en avais d'autres aussi. Je sais pas si tu as des mentions, mais j'avais aussi Jalen Johnson d'Atlanta ou Sengun, qui était un peu dans le mix pour moi. Jalen Johnson, tout à fait. Sengun complètement. Kobe White aussi de Chicago. Kobe White, ouais. C'est qu'il y a une vraie progression dans Kobe White. Hein. Kobe White, je crois que c'est Bastien qui l'aime beaucoup quand on a parlé, là, quand on a fait l'apéro trophée dans le MIP. Mais Kobe White, genre, c'est un step-up de malade, statistiquement, en termes de rôle. Enfin, en gros, les Bulls ont enlevé Zach LaVine. Et aujourd'hui, tu te dis, bon, bah, finalement, avec Kobe White, enfin, faut qu'ils trade Zach LaVine. Et est-ce qu'ils ont vraiment besoin de le remplacer ou est-ce qu'ils doivent développer Kobe White? La question se pose. Ouais. Ce qui ne se posait pas du tout avant, en fait. Sinon, j'avais du Devin Vassell aussi, qui a bien progressé, je trouve. Ouais, on a un step au-dessous, hein. On a un step au-dessous. Ouais, clairement, on est un step en dessous. Jabari Smith aussi, qui est devenu un défenseur très, très, très solide. J'aime beaucoup. C'est vrai. Avdia, j'aime bien Avdia à Washington, même si personne ne les regarde. Personne ne les regarde, c'est moche. Cam Thomas aussi. Cam Thomas, il a progressé. Hein. Cam Thomas a progressé, ouais. Je suis d'accord. Et on était sur un jour, j'avais pas envie trop de le voir, où j'avais pas trop d'espoir. Là, je commence à me dire, peut-être il y a un truc. T'as vu, hein? Ouais, hein. Je suis d'accord. Kuminga, Jalen Suggs aussi, j'aime beaucoup Jalen Suggs, ce qu'il est devenu défenseur d'élite. Clairement. Voilà, il y a quelques noms, plein de noms, mais c'est normal que des jeunes progressent. Et donc, justement, 4e trophée d'aujourd'hui, la meilleure progression hors contrat rookie, donc qui est devenu meilleur, mais en étant déjà un peu plus avancé dans sa carrière. Qui est-ce que tu as sur cette meilleure progression hors contrat rookie plus vieux? Alors, j'ai une progression qui va dans la lignée de ce que tu as dit tout à l'heure sur Anthony Edwards, c'est-à-dire une progression qui ne saute pas forcément aux yeux d'un point de vue statistique pur si tu regardes que les box scores, mais qui se voit beaucoup dans le jeu. Quand tu regardes l'équipe jouer et que tu l'associes après à des stats, bah c'est un coéquipier d'Anthony Edwards, hein, c'est Naz Reid. Hein. Oui, effectivement. Naz Reid, en
Bon, allez quoi, il met 2 points de plus en moyenne, il prend un petit peu plus de rebonds. Enfin, statistiquement parlant, c'est pas une dinguerie quoi. Par contre, en termes de minutes, c'est beaucoup mieux. En termes de qualité de shoot à 3 points, bon, bah là, il est à plus de 40%, c'est n'importe quoi. Tu vois, tu peux vraiment plus laisser shooter Nasrid. En défense, ça a progressé. Et du coup, il se retrouve à avoir un rôle primordial dans l'une des meilleures équipes de l'Ouest. Ouais. Et ça, c'est des sacrés progrès. Et en plus, j'aurais presque pu, mais le garder pour une autre catégorie tout Oui, à l'heure je vois ce que tu veux dire. dont tu vas parler, parce qu'en plus, son contrat, ça va, quoi. Ils l'ont pas payé trop cher. Donc moi, Nasrid, en gros, quand tu m'as posé ça, là, le post-contrat rookie, j'ai très vite pensé à Nasrid. Euh, parce qu'en fait, je pense qu'il faut mettre à l'honneur la progression en fait de ce joueur. Je pense que, en plus, ce qui est bien, c'est qu'il a une polyvalence de profil où, tu vois, il shoot assez bien à 3 points et il est assez bon défenseur que, en fait, il peut remplacer n'importe lequel des deux dans la raquette. Donc, il y a cette Tout à flexibilité de line-up aussi qui est hyper intéressante, quoi. Donc, ouais, moi, j'aime beaucoup Nadri, ouais. Ouais, Effectivement. ouais. Il est en course pour être 6e homme de l'année. Hein. Oui, en plus, il y a de l'année, ouais. Effectivement. Numéro 1, j'avais Jalen Brunson cette année assez clairement. Je trouve qu'il déjà l'an dernier il était fort. Là cette année, on est en train de passer le step de je peux être All-NBA quelques années parfois. Là, on est à je suis All-NBA pour sûr. Et ouais, je pense que j'avais Jalen Brunson assez nettement sur ce step-up sur des joueurs un peu plus vieux, quoi. Moi, je suis d'accord. Je pense que c'est le numéro 1, incontestable. Jarrett Allen aussi, d'ailleurs. Oui, mais Jarrett Allen, je le mettrais plus en catégorie Nasrid. C'est vrai. Ça a progressé, ça a pris de la place et tout, mais on voyait déjà ce qu'ils allaient faire. Ils sont dans la continuité et ils ont progressé. Jalen Brunson, il y a un côté, comme tu l'as très bien dit, il y a un côté. Oui, bah en fait, maintenant, ça y est, on disait toujours oui, les Knicks, il leur faut un vrai gros franchise player. En fait, ils l'ont certainement. Tu vois. Ça, c'est pas rien hein, comme progression. Oui, puis comme dit, c'est toujours plus... Enfin, on se rend pas compte, mais c'est plus dur de passer de 7 sur 10 à 9 sur 10 que de passer de finalement, je fais rien en NBA, je suis à 3 sur 10 et je passe à 6 sur 10, quoi. C'est vrai. Chaque étape, à chaque fois que tu progresses en étant haut, ça devient de plus en plus dur. Donc ouais, Brunson, pour moi, est épatant. Jarrett Allen, j'aime beaucoup la diversification du profil, en fait, où il y a quelques années, c'était un simple rim runner, tu sais, défense. Là, cette année, il est beaucoup plus polyvalent avec le ballon parfois, des petits flotteurs, il fait de la passe aussi. De la passe en mouvement après le pick and roll. En défense, il est polyvalent. J'aime beaucoup, vraiment beaucoup, Jarrett Allen. Et puis qu'est-ce que j'avais aussi Duncan Robinson, j'aime beaucoup parce qu'il ajoute le passing cette année. Et ça change beaucoup de choses, ce côté passing. Ça lui est venu en playoff l'année dernière, ça a commencé un peu quand il est revenu là. Tout à fait, ouais, tout à fait. On l'a vu en finale, il était magnifique. Ouais. Et Hartenstein, qu'est-ce que t'en penses d'Hartenstein? Exactement, c'est marrant, j'allais te poser cette question-là. C'est drôle, j'attendais le moment pour le lancer. Ouais, grave, Hartenstein. Oui, d'accord. Hein. Ah ouais. Alors, il y a aussi l'effet, tout d'un coup, il a beaucoup plus de minutes, la blessure de Mitchell Robinson et tout, mais pardon, mais il assume grave. Hein. Ouais. Là, demain, les Knicks peuvent arriver en playoff si c'est Hartenstein le pivot titulaire. Ça me va, en fait. Enfin, c'est pas si mal. Hein. Ouais, je suis d'accord. Ça colle plutôt avec leur façon de jouer et il a progressé dans pas mal de secteurs. Il s'applique, c'est un joueur propre, c'est un joueur qui prend pas trop de risques, donc quand il va essayer de te mettre un panier, souvent il va le mettre parce qu'il prend pas des trucs risqués. Il a beaucoup progressé au rebond et il a beaucoup progressé en défense. Hein. Non, vraiment, même à la passe, enfin, bref, il a progressé Hartenstein, je suis d'accord. Je pense que les gens se rendent pas compte à quel point il est fort en défense parce qu'il est pas très très fort. C'est pas le modèle Gobert justement, tu sais, le drop très grand, impressionnant, mais en fait il est extrêmement polyvalent dans ses couvertures. Il peut faire monter un peu plus haut, parfois un peu de switch. Enfin, il est très très polyvalent et très intelligent en fait. C'est un peu les Knicks cette année. Et il est grand, Hartenstein. En plus, ouais. Il est très grand, c'est un 7-footer, Hartenstein. Hein. Oui, tout à fait. Donc ouais, je l'avais aussi. Ah bah tiens, j'avais Kobe White aussi. Donc ça veut dire qu'il est peut-être en hors contrat rookie. On n'a pas vérifié. Ah, t'as raison. Kobe White 2019 la draft. Ouais, donc il doit être déjà dans son deuxième contrat. Mais ouais, Kobe White. Autant pour moi. Non, mais c'est les mêmes catégories. On est d'accord. On est d'accord. Tiens, autre catégorie, j'aimerais bien que ce soit un trophée officiel, ça, d'ailleurs. Autre catégorie, le Comeback Player of the Year. Bah, ça l'a été. Il y a une époque, dans les années 80, ça existait. Hein. C'était un vrai trophée qu'on remettait. Hein. Et c'est en NFL encore, je crois, toujours. En NFL, ça existe toujours, mais en NBA, je suis quasiment sûr que... je vérifie, là, pendant que je te parle. Hein. Je suis quasiment sûr que ça existait. Tiens, regarde, il y a une page Wikipédia. Qu'est-ce qu'ils disent
Hop. Ouais, voilà. Bon, 6 ans. Il y a eu Bernard King en 81, Gus Williams en 82, Paul Westphal en 83, Adrian Dantley en 80. Les mecs qui reviennent de blessure, en gros. C'est ça, En voilà. gros. C'est un peu l'idée. C'est un peu l'idée. Donc, quel est pour toi ton comeback Player of the Year 2024 qui a manqué la saison 2023 du coup et qui cette année est revenu très fort? Ah, pour moi, c'est. Je sais pas, je pense que. Enfin, pour moi, il y a un gagnant clair cette année, c'est Jonathan Isaac. Ouais. Il est pas mal du tout. Je trouve. Après, il y a peut-être d'autres clients, mais moi, quand tu m'as proposé ça, j'ai tout de suite pensé à Jonathan Isaac. On en a parlé en rigolant tout à l'heure, en joueur défensif, là. Ouais. Mais je veux dire, Jonathan Isaac, alors l'année dernière, il a joué un tout petit peu, mais vite fait. Les Ouais. 2 saisons d'avant, il n'a pas touché un parquet. C'est un joueur qui s'est blessé dans la bulle, Oui. qui n'a pas joué en 2021, pas joué en 21-22, qui est revenu vite fait en 22-23. Je veux dire, normalement, c'est perdu, les joueurs comme ça. Ouais. Et là, oui, ils y vont doucement. Orlando, ils n'ont pas envie de trop forcer sur ce joueur parce que tu sens qu'il est fragile à de nombreux... les genoux notamment et tout. Mais enfin, moi, je le trouve incroyable et je pense qu'il est... En 15 minutes, il est aussi une des grandes réussites avec Jalen Suggs de Jamal Mosley, le coach du Magic, pour faire du Magic cette immense défense. Sa polyvalence est complètement folle. Taille, longueur de bras, mobilité, intelligence défensive, sur l'homme, en aide. Enfin, honnêtement, je le trouve fabuleux en défense et en attaque. Bah, écoute, ma foi, forcément, là, il a plus trop de responsabilités, mais sur un tout petit volume, il arrive quand même à te mettre 39% de ses 3 points. Enfin, c'est un grand comeback pour moi. En plus, c'est un joueur jeune. Ouais. Qui était déjà à un niveau All Defense en 2020, à l'époque où il se blesse. Mais comme ça, Ouais. ça faisait 3 ans comme tu dis, qu'on l'avait pas vu, effectivement. Mais il joue peu, mais quand il joue, comme dit, C'est sur ces incroyable. 15 minutes, c'est un défenseur player de l'année sur 15 minutes, quoi. Donc ouais, effectivement, Jonathan Isaac. J'en avais un autre, Vas-y. Zion Williamson, Ah, pas qui est mal. aussi pas mal Tout à fait. candidat, je trouve, cette année. Parce Ah, qu'il a quand même pas trop joué l'an dernier, et là, on est sur le moteur pas des rigolé, Pelicans cette qui sont très bons, quoi. ouais, il a pas rigolé. Je suis d'accord. 29 matchs à peine l'an dernier, et là, cette année, on a enfin une saison pleine, ça fait plaisir. La saison, il a plus joué, d'ailleurs, en carrière, puisque 61 matchs en 2021. Mais ouais, j'avais Zion aussi. Et j'avais des comebacks aussi plus obscurs, du genre Dante Exum. C'est un comeback de NBA Ouais. même, tu vois, carrément. J'avoue. J'aime beaucoup Exum, ce qu'il fait actuellement. Ah oui. Et qu'est-ce que j'avais aussi je pense qu'on peut mettre 4, Karl Anthony Towns, même si pas au niveau peut-être pas au même niveau, mais Towns fait un bon retour aussi de blessure. Kate Cunningham aussi. Et je me demandais, qu'est-ce que t'en penses, mais est-ce qu'on peut mettre Chet là-dedans ou est-ce que c'est pas un comeback parce qu'il avait jamais été là? Non, pour moi, c'est pas un comeback. On est d'accord, hein. Ouais. Bah, il a jamais été là, donc il C'est est pas ça. revenu. Il arrive, en fait. On est d'accord. Non, pour moi, Chet, ça marche pas. Mais par contre, j'aime bien ton Karl Anthony Towns. Effectivement, Karl Anthony Towns, on avait un peu zappé. Surtout qu'en plus, il est revenu avec la bonne mentalité. Donc, non seulement il est venu, il a ramené aux Wolves un truc qui leur manque cruellement. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui parce qu'il est blessé. C'est la qualité de shoot, du spacing, une menace de loin, quoi, quand même. Une menace incroyable de loin, Karl Anthony Towns. Ouais. Parce qu'on parle d'un 7-footer qui shoot extrêmement bien. Et on l'avait un peu zappé parce qu'il s'est un peu raté sur son retour l'année dernière. Il manquait de rythme et tout. Mais là, non seulement il ramène son spacing, mais en plus, il se bat en défense. Enfin, il rentre dans la mentalité de l'équipe, quoi. Oui. J'aime beaucoup ce joueur. Je trouve qu'on le critique beaucoup trop par rapport à ce qu'il est finalement, un joueur qui se craque et qui, oui, bon, bah, on lui a filé un énorme contrat, il l'a pris, quoi, voilà. Mais je trouve qu'il se craque, quoi, sur le terrain. C'est un bon joueur, quoi. C'est un peu les attentes déçues. Tu sais, au tout début, on Ouais. le pensait comme un futur méga star et donc les gens sont déçus. Et voilà. Maintenant, on voit surtout les faiblesses, mais effectivement, extrêmement solide. Et je pense que sans lui, on n'aurait peut-être pas une attaque aussi bonne à Minnesota et donc une équipe aussi viable, quoi. Parce que la défense, c'est pas que lui, mais par contre l'attaque, il aide beaucoup. Donc ouais, j'espère qu'il va revenir en playoff d'ailleurs. J'espère qu'il sera en forme. Un peu moins sympa. Comeback Player of the Year, c'était positif. Quel est le bye-bye Player of the Year? Quel est le joueur où tu te dis ah ouais, cette année c'était compliqué, je pense que l'an prochain il ne sera plus en NBA, c'est un peu fini? Wes Matthews, Wes Matthews, ça peut le faire, il est très vieux. il a joué 36 matchs encore cette année, là, j'étais en train de vérifier. Moi je l'ai trouvé bon sur ses. Mais bon, moi je l'adore, donc je suis un peu biaisé. Ouais, il a été bon. Franchement, il n'y a plus grand chose qui rentre. Il y a plus beaucoup de jus. Il peut plus défendre. Et même chez les Hawks avec leur bazar, je sais pas s'il jouait 10 minutes par match, quoi.
Oui, effectivement. Donc ça pue. Et puis il est plus tout jeune, Wes Matthews. Je veux dire, attention, il a quel âge, Wes Matthews? Ça bouge pas. 38 bientôt, je crois. Ah oui, c'est 38, ça, je pense. ouais, c'est 37 ans. Il aura 38 ans en octobre. c'est pour ça, ouais. Est-ce que non, ça compte, hein. Est-ce que Wes Matthews sera dans un effectif NBA l'an prochain? C'est pas sûr. Tu sais que c'est pas gagné, ouais. C'est pas sûr du tout. Je pensais, moi, T'avais j'avais quoi, toi j'avais PJ Tucker. Mhm. Ça sent pas très bon, Ouais. PJ Tucker, hein. Ça sent la fin quand même, hein. Non, 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 non. C'est clair que Tyronn Lue, il l'a vu arriver, il a fait tu vas pas jouer. Tucker, Désolé. je crois, il est encore plus vieux en plus, hein, pour le coup. Et il a un Tucker, gros il est vieux. contrat. Il a l'âge de LeBron, je crois, quasiment. Et tu vois, sur le papier, on aurait pu se dire, bon, c'est génial, PJ Tucker dans cet effectif des Clippers qui aime bien le switch parfois, ou qui a besoin de 3&D à côté des superstars. Et pourtant, ça colle pas. Et on a vu que ça fait 2 ans qu'en fait, tu sais, il fait des lignes de stats où il passe des matchs entiers sans prendre de tir même. Bon, là, ça sent un peu la fin, quoi, je trouve. Je trouve PJ Tucker. Qui est-ce que j'avais noté aussi? Est-ce que DeAndre Jordan, c'est bye-bye player of the year, DeAndre Jordan, ou est-ce qu'il va encore continuer à avoir des contrats juste sur son sourire? Moi, je pense qu'il peut encore avoir un contrat, dit André. Ouais, Tu penses il peut encore en avoir un, ouais. ok, Ouais. ouais, je pense. Après, Malheureusement. est-ce que... je me posais la question d'Isaiah Thomas qui est chez toi là actuellement sur des contrats de 10 jours. Oh, je le compte même pas. Ouais, Il est c'est pas vrai dans qu'il la est plus... ligue. C'est vrai, t'as Là, raison. ils ont fini un contrat, mais ils le font même pas jouer. Même dans les matchs, l'autre jour, je sais plus quel match il y avait. J'ai même tweeté là-dessus. Où, en gros, il y avait un garbage time de fou furieux des Suns pour une fois que les Suns sont devant et tout. Bah, Isaiah Thomas, il rentre même pas. Oui, c'est vrai. Quel match c'était? C'est ridicule. Du coup, pourquoi tu le signes en fait? Si même dans des gros garbage où il y a plus 20, tu le fais pas jouer, à quoi il sert? Et donc, retournons un peu plus positif tout de même. Le Watch Out Player of the Year. Alors, qu'est-ce que c'est Watch Out? C'est le joueur où tu te dis, bon, lui, il a montré de très belles choses. Je pense que je parie sur lui. Il va exploser l'an prochain. Quel est le Watch Out Player of the Year 2024 pour toi, Alex? Pour moi, il y en a un évident. Il y en a même deux assez évidents, pas tout à fait au même niveau. Il y en a un qui a explosé là sur cette deuxième partie de saison et qui, je pense, est capable de faire ça sur des saisons entières. C'est Jalen Green. Ouais. Je pense qu'il est capable. Il faudrait qu'il le prouve, mais s'il est capable de jouer comme il joue là depuis 25 matchs sur une saison entière, c'est un All-NBA arrière, quoi, tu vois. Donc c'est quand même pas rien. C'est un candidat All-Star et tout, quoi. Donc c'est très très sérieux. Donc lui, il fait partie, pour moi, ça serait peut-être mon choix numéro 1, quoi, le Watch Out Player of the Year, Jalen Green. Sinon, j'ai parlé de lui vite fait dans les progressions, mais tu vois, Kuminga, par exemple, faut voir ce qu'il est capable de faire si pendant une saison entière, il se retrouve titulaire à l'aile. Oui. Est-ce qu'en fait, une saison entière titulaire à l'aile, Kuminga, il va débarquer et faire, bah ouais, les gars, je vais mettre 18 points, je vais prendre 8 rebonds, je vais mettre un contre ennemi, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, Steve Kerr va me regarder et va trader Andrew Wiggins, quoi. J'avais aussi dans ma shortlist Jalen Green. Mais je me demande s'il va pas prendre un tout petit peu plus de temps au point d'arriver. Peut-être. Peut-être que c'est pas pour la saison prochaine. Jalen C'est Green. ça. Mais ça peut aussi, hein, parce que franchement, ce qu'on a vu dernièrement, c'était quand même de très C'était gros bien, progrès. hein. De Ouais. gros progrès. Est-ce que Nasri on le met là-dedans aussi? Imaginons qu'il est free agent, qu'il ait son équipe l'an prochain. Je suis pas sûr. Non. Tu le mets pas là-dedans, J'y crois toi? moins. Non, D'accord, ok. non, je le mets pas. Moi, Nasrid, je dis pas qu'il est à son plafond, attention, hein. Je pense qu'il peut faire mieux que ce qu'il fait cette année, mais je pense qu'il est quand même dans un rôle vraiment parfait pour lui, là. Tu le vois pas exploser beaucoup plus, quoi, finalement. Non, pas tellement plus, non. Eh bien, moi, j'avais un certain Emmanuel Quickley dans cette catégorie. Mhm. Pour mon Watch Out Player of the Year. Parce que j'aime vraiment beaucoup. Il arrive à Toronto où il va avoir plus de responsabilités. Il en a déjà actuellement. Bon, il y a le problème que l'équipe ne sera pas compétitive a priori. Mais j'ai aucun mal à le voir prendre en volume. Il est déjà efficace, il a déjà du bon passing, il est plutôt pas mal défenseur. Mais voilà, si tu me dis l'an prochain, Quickley, il a une ligne de stats de joueurs stars, voire il flirte avec le All-Star Game, ça me surprendait pas. J'aime beaucoup Quickley. J'entends, surtout qu'il va avoir des minutes pour le coup. Il va avoir C'est ça, il va avoir de quoi jouer, quoi. Ça, c'est sûr. À Toronto, d'accord. là. Ouais, j'aime bien. Qu'est-ce que tu penses de. C'est peut-être un peu trop tôt, hein. Qu'est-ce que tu penses de Jérémy Sohan? Je suis pas hyper fan. Tu sais qu'il a bien. Il finit bien la saison, hein. Il finit bien. Enfin, en Il même temps, montre c'est beaucoup de choses compliqué intéressantes. de faire aussi bien de faire aussi mal quand début de saison. On est d'accord. Mais il montre beaucoup de choses très intéressantes. Je trouve très impressionnant en défense et en attaque quand il est dans son vrai rôle. En fait, il est pas si mal, hein. D'ailleurs, vu que tu parles des Spurs, moi, il y en a un qui sur la fin de saison là, est en train de prendre des minutes, c'est Blake Wesley, Oui. qui est en train de monter dans la rotation. J'aime bien aussi.
Après, je veux bien voir dans une vraie rotation d'équipe qui tanque pas en fin de saison Blake Wesley. Tiens, bah si, d'ailleurs, Jalen Green, j'en avais un autre des Rockets. Est-ce que Amen Thompson peut pas nous faire des trucs très cool aussi dès l'an prochain? Peut-être un peu tôt, alors. Oui. Alors pour le coup, oui. Et puis je sais, oui, sûr que si. C'est très impressionnant ce qu'il montre là pour ses débuts. Mais c'est des débuts, donc ouais, il va forcément faire mieux l'année prochaine, je pense. Tu vois, c'est Ouais, vraiment ouais. un rookie qui a joué quoi? Il a joué combien? 40 matchs? Je sais pas combien de matchs il a joué, mais tu vois, il a raté quand même une partie de la saison, mine de rien, hein. Faut voir aussi le fit peut-être avec quand Sengun va revenir, parce qu'au niveau spacing, les deux, c'est Ouais. pas non plus idéal, quoi. Mais C'est ouais. ça, donc ça va aussi être à Udoka, je pense que Amen Thompson, ça va aussi pas mal dépendre des choix d'Udoka. Ouais. Là où je pense que Jalen Green, il y a plein d'équipes NBA dans lesquelles tu le mets, c'est le ball handler numéro 1 et scorer numéro 1 l'année prochaine. Donc on a du Jalen Green, on a du Quickly, on a du Kuminga aussi que t'as cité, effectivement, ça fait un beau trio, je suis d'accord. Ouais. Nouveau trophée, quelle a été pour toi la meilleure signature de free agency de cette saison, donc de l'été dernier évidemment, mais quelle a été la meilleure signature free agency, en dehors des stars bien sûr, le très bon coup de l'année, qui est-il pour toi, Alex? Dante DiVincenzo. Oui, je l'avais aussi, effectivement. Oh, franchement, dis donc, quoi, il est payé combien? 10 millions l'année? Un truc comme ça sur 4 ans, 10, 11 sur 4 ans, il a. Mec, aux Warriors, il avait un peu de temps de jeu, hein, il jouait un peu et tout, mais c'était pas non plus... Enfin, voilà, c'était pas forcément une si grosse pièce que ça aux Warriors, hein, qu'il était juste avant, hein, je crois. C'était pas une si grosse pièce que ça de la rotation. Il avait des minutes, mais il scorait assez peu et tout. Là, en fait, il arrive sans avoir forcément tellement plus de minutes. Par contre, il est passé à un vrai statut de titulaire à cause aussi des blessures, mais aussi parce que en fait, il se met à rentrer tous ses 3 points et à être assez efficace. Et c'est un arrière qui peut venir dépanner un peu au rebond et tout. Enfin, en fait, Dante DiVincenzo, c'est un joueur athlétique, c'est un joueur qui fait pas mal de choses et puis qui colle tellement bien avec l'identité de ce qu'on aime à New York, l'identité Madison Square Garden et tout. Je pense que c'est une des meilleures signatures de l'été dernier parce que pour les Knicks, c'était un joueur parfait, quoi. Je suis d'accord. Joueur parfait. Je suis d'accord, ouais. Et puis en plus, le tarif est correct, quoi. Enfin, aujourd'hui, un joueur à 11 millions. Je suis étonné que les Warriors les laissaient partir tellement ils collaient aussi au style de jeu des Warriors, quoi. Ce côté shooter, connecteur, fluidificateur de jeu, etc. La défense intelligente. Qui se bat. Exactement. Ouais, tout à fait. Je suis d'accord, DiVincenzo, mais j'en avais un autre, un peu au-dessus. J'avais Max Strus, qui est quand même une sacrée signature, pour le coup. Où les Cavs sont allés s'acheter le titulaire un peu qui manquait, shoot et défense en plus. Donc moi j'aime beaucoup Max Strus comme une grosse signature de cette saison, quoi. D'accord. Moi en défense je l'adore pas, mais je vois ce que tu veux dire. Il fait pas rien, mais je l'adore pas. Mais ouais, c'est une bonne signature. Hein. Ouais. C'est une bonne signature. Moi j'en avais une autre devant lui. Vas-y. J'avais Dylan Brooks. Oui, je l'avais aussi. Il est payé plus cher, hein, bien sûr. mais c'est une excellente signature pour les Rockets. J'étais pas conquis au moment de la signature parce que c'était quand même cher et c'est un joueur à compromis, mais en même temps, c'est vrai que c'est une part importante de la défense d'élite des Rockets, quoi. Donc, et puis les soirs où il est en forme au tir, les Rockets sont injouables. Bon, heureusement, c'est pas souvent. Heureusement, c'est pas souvent. Ah, t'es dur. Je suis dur. Vraiment une bonne saison. J'aime bien lui taper dessus. Non, mais effectivement, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Alors, il y a des petites signatures par-ci par-là. Tu vois, j'aime bien le Derrick Jones Jr. à Dallas pour un petit prix. J'aime bien le George Niang aux Cavaliers aussi. Voilà, il y a des mecs comme ça. Et on cite pas tout ce qui est re-signature des mecs qui restent dans leur équipe parce que sinon, Austin Reeves, c'est pas mal. Non. Sinon, exactement, on en sort plus. Josh Hart, c'est pas mal aussi. Voilà. Et ça, c'est des mecs qui sont restés chez eux. Donc on est d'accord. Et alors, un peu moins positif, quelle a été la pire signature, en dehors des stars, pire signature de free agency pour cette saison 2024, Alex? Du coup, j'ai une question à te poser. Dis-moi. Est-ce que Bradley Beal est une star? Oui, pour moi, oui. Mais c'est pas un trade en plus, Bradley Beal. Si, c'est un trade, pardon, t'as raison. Je suis pas dans la bonne catégorie. T'as raison. Oh là là, on en reparlera. Je te reposerai la question. Pardon, oui, non. En signature. Alors, pire signature, alors, c'est jamais facile, ça, parce que t'as aussi des concours de circonstances qui jouent parfois contre les types. Exemple, moi j'ai pensé à un joueur tout de suite, mais c'est pas de sa faute, hein, le pauvre et tout, mais genre Gabe Vincent, quoi. Je suis d'accord, ouais. Il est pas blessé, de sa faute, donc, hein. bon. Il y a eu de la blessure et tout, mais quelle signature de merde, du coup, pour les Lakers, même s'ils le payent pas cher et tout.
il leur sert à rien, quoi. Et ils l'ont pas fait jouer. Enfin, je sais même pas s'il a joué 10 matchs cette saison, quoi. C'est la faute à personne puisqu'il est blessé, mais de facto, ça a été une signature décevante. Mais c'est une mauvaise signature. Ouais. J'ai pensé à lui en premier, tout de suite. Je l'ai pas mis premier, moi, parce que justement, comme il y a un côté blessure, et je pense que l'an prochain, s'il est pas blessé, mais est-ce que ça compte? S'il est pas blessé, ça reste un bon joueur à avoir. Mais par contre, il y en a un qui a déçu, pour moi, Grant Williams. Grant Williams, j'ai un peu envie de le mettre là-dedans, même si techniquement c'est un trade, mais c'est un sign and trade. Mais Grant Williams à Dallas, on a quand même été un peu déçus, quoi. Alors moi, je l'ai mis dans les trades, mais... Du coup, oui. Oui, clairement. On a été très très déçus. Bah, d'ailleurs, on n'a pas été les seuls. Hein. Les Mavs aussi ont été déçus, a priori. Oui, d'accord. Tradé direct. D'ailleurs, ils nous le font savoir. Hein. Il y a des déclarations toutes les semaines pour dire au fait, il faisait ça, qui était pas bien, il faisait ça qui était pas bien. Il y a des déclarations toutes les semaines, genre c'était vraiment un gros con, hein. Vraiment. Ouais. Oh, et puis un jour, il a chauffé Luka Doncic et Doncic lui a mis 3 paniers sur la tête. Oui, merci. Ouais, non, c'est clair. Ils en font un peu trop d'ailleurs. Mais on sent qu'ils en avaient marre. Ouais, le mariage n'a pas marché du tout. Et moi, j'adore un Grant Williams, donc j'étais un peu déçu. Moi, j'adore pas forcément Grant Williams, mais j'y croyais beaucoup à son arrivée aux Mavs. Je pensais que c'était un bon fit, c'était typiquement le genre de joueur qu'il leur fallait, qu'il allait défendre, provoquer des passages en force, mettre des 3 points et tout. Bon, ça a pas du tout marché, quoi. Bah, ce que fait PJ Washington d'ailleurs actuellement, quoi. Ouais. En fait. Mais il leur fallait de la taille, en fait. Ouais. Ils l'ont compris et du coup, ils ont rectifié le tir à la deadline et on peut que constater que ça fonctionne plutôt pas trop mal. J'ai un peu triché. Vas-y. En même temps, c'est mon jeu. C'est ton jeu, donc tu peux. Si je te dis, est-ce qu'on peut pas donner la pire signature de la free agency à Adrian Griffin, le coach des Milwaukee Bucks? Est-ce que ça compte à moitié ou pas? C'est pas mal, effectivement, parce que là, clairement, les Bucks se sont trompés. Bah ouais, hein. Clairement. Ils se sont trompés, t'as raison. Ce qui est bizarre, c'est que Giannis apparemment avait l'air d'être impliqué dans le processus et il avait validé le choix, et sauf qu'ensuite, c'est lui qui, 2 mois plus tard, le taillait partout dans les médias, quoi. Je pense que les Bucks, y compris Giannis, se sont trompés. Giannis n'est pas du tout à préserver sur cette affaire. Il est complètement fautif. Bien évidemment qu'une superstar, une légende, entre guillemets, des Bucks comme Giannis a son mot à dire dans un changement de coach. Donc ensuite, quand ça marche pas, il porte ses responsabilités lui aussi. C'est obligé. On peut pas, genre, on se fout bien de la gueule de, je sais pas, de LeBron sur des trucs ou de, je sais pas moi, de Kevin Durant, tu vois, ces joueurs-là et tout. Bah, pardon, mais Giannis est complètement dans la même catégorie, quoi. Ouais. C'est, genre, demain, imagine, j'en sais rien, Denver, veut changer de coach pour des raisons X ou Y. Évidemment que sur le choix des coachs, ils vont faire, allô, Nico, ouais, qu'est-ce que t'en penses? On voudrait prendre, évidemment qu'ils vont faire ça, non? Ouais. Évidemment que ton joueur star, tu vas pas prendre un coach si ton joueur star n'en a pas envie. Donc ton joueur star participe au processus de recrutement de ton nouveau coach. Donc si ça marche pas et que c'est de la merde, comme là ça a été le cas avec Adrian Griffin, enfin de la merde. Ils étaient 2e de l'Est quand Adrian Griffin s'est fait virer, tout est relatif. Mais ça n'a pas fonctionné en termes d'humains, en termes de groupe, visiblement. Bon, bah Giannis est fautif, bien sûr. Bah, c'est là où je suis prêt à mettre un peu la faute aux Bucks aussi, parce que en un sens, c'est un pari très risqué de donner un effectif qui est censé être un candidat au titre, qui l'est depuis quelques années. Tu le donnes à un coach rookie, c'est risqué, quoi. On a eu l'expérience Nick Nurse, mais qui est un peu l'anomalie. Finalement, Nick Nurse qui arrive directement, qui gagne un titre. Et Steve Kerr aussi. Steve Kerr aussi. Mais tu vois, c'était les Warriors 2014, c'était pas un effectif qui était de suite candidat au titre. Ils le sont devenus avec lui. Non, c'est vrai. C'est vrai. Mais tu vois, Griffin qui arrive là-dedans, clairement, c'est le vestiaire qui a cloché, quoi. Et aussi le vestiaire a cloché parce qu'il est arrivé, il a dit non, mais votre défense en drop, non, on va faire une défense différente. Et du coup, les mecs ont dit, on est la meilleure défense de NBA depuis 5 ans, pourquoi est-ce qu'on change? Donc, ouais, le choix de management, finalement, a peut-être été un échec. Mais je pense aussi que dans toute cette histoire-là, on a tellement sous-estimé le départ de Budenholzer. Aussi, mais tellement, en fait. On s'est tous dit, ah oui, le pauvre, bah oui, il a eu un décès, son frère, Budenholzer. Enfin, ça a été très dur aussi. Je pense que ça a pas aidé. On a beaucoup parlé des playoffs, la défaite contre Miami. Moi, je ne pense pas du tout que ce soit forcément le déclencheur du départ de Budenholzer. Je pense que c'est vraiment des problèmes humains, perso et tout. Je pense que ils auraient tout à fait pu surmonter ça ensemble avec les Bucks. Ils avaient déjà fait tellement ensemble que cette défaite contre le Heat qui est très dur l'année dernière avec la blessure de Giannis et tout, ils auraient pu se dire ok, on est capable de faire mieux ensemble. Je pense que Budenholzer lui-même, d'ailleurs, il a pas repris de club derrière et tout, parce qu'il avait envie, je pense, de
de calme, de sérénité, d'autres choses. de Et tout, souffler un peu, ouais. Quand il t'arrive des trucs comme ça dans la vie, je pense que c'est normal, mais Ouais. on a tellement sous-estimé l'impact et tactique et humain sur le groupe. On s'est dit, bah oui, Adrian Griffin, pourquoi pas, et tout, machin. En fait, non, c'est extrêmement compliqué à coacher ce genre de groupe, et Budenholzer faisait un travail fabuleux. Et on l'a sous-estimé. Je pense que beaucoup de gens se seraient plantés à la place d'Adrian Griffin. Est-ce que les Bucks font pas même le doublé avec la deuxième pire signature, c'est Doc Rivers? Si je suis taquin. Bon bref, non mais... On est d'accord. Alors, en tout cas, pour l'instant, ça mord pas. Hein. Oh là là. Bref, passons au trade du coup. Quel a été pour toi le meilleur trade de la saison 2024? J'en ai quelques-uns qui me viennent en tête. Il y en a pas mal, ouais. Ouais, il y en a pas mal. Je pense que les Celtics ont fait un coup incroyable en faisant venir Jrue Holiday. Ouais. Ça marche. Mhm. Alors, c'est pas le mec qu'on voit le plus, hein. Quand on parle des Celtics, on parle de Jason Tatum, parce qu'il est pas MVP, gna gna, et Derrick White, il est incroyable, gna gna gna, et Porzingis, l'intégration est géniale et tout, pardon, mais Jrue Holiday, rien. Le simple fait qu'on ne parle pas de Jrue Holiday, et que pendant ce temps-là, Brad Stevens lui débarque, il dit, je vais lui filer 135 millions sur 4 ans. c'est dingue, c'est une dinguerie, enfin, je veux dire, pardon, mais c'est combien? C'est 33 millions par 33 l'année, ouais. 33 l'année? Bon, après, on n'est pas habitué avec le nouveau CBA et tout, on va s'y faire. On va avoir l'œil qui va se réadapter, mais quand même, quoi. Brad Stevens, il a pas hésité une seconde. On est en plein mois d'avril, les playoffs arrivent, il dit attends, hop. Moi, je vais sécuriser Jrue Holiday. Le simple fait de ça montre l'impact qu'a eu Jrue Holiday sur et le groupe, et la défense, et la complémentarité, et le côté polyvalent de Jrue Holiday. Tu l'envoies sur le meilleur meneur adverse, sur le meilleur 2 adverse, sur le meilleur 3 adverse, si jamais c'est un 3. Tu vois, c'est trop pratique, ce genre de joueur. Il fait une très bonne saison discrète. Il est l'un des rouages essentiels de la meilleure équipe NBA. Hein. C'est un super trade. Oui, et puis le prix, c'était Malcolm Brogdon qui est, je pense, moins Brogdon, bon, et Robert Williams. Williams. Qui joue pas, quoi. Donc, Ouais, non, qui est blessé. Bon, après, c'est un bon joueur, hein, Robert Williams. Il est blessé. Mais en fait, je pense qu'en termes de fit, en termes de ce qu'il leur fallait, de type de joueur, de mentalité, Jrue Holiday, c'est parfait à Boston. Le Porzingis aussi, d'ailleurs. Le trade de Porzingis, je pense qu'il peut totalement être là-dedans aussi. Je crois que j'hésite, mais je pense que je vais partir sur Anunoby, moi. Le trade d'Anunoby, c'est quand même assez dingue, quoi. D'ailleurs, je sais pas ce que t'en penses, si tu le vois aussi positivement que moi, mais on a vu que quand il est là et quand il est pas blessé, c'est quand même la folie, ces Knicks. J'entends, tout à fait. Il a apporté beaucoup aux Knicks en termes de jeu, en termes défensifs, en termes de ce qu'il sait faire en attaque et qui fait bien proprement et qui ne gêne pas du tout, qui colle complètement au jeu de Brunson, voire au jeu de Randle. Donc ça, c'est vraiment super. Par contre, ils ont lâché. Ils ont lâché Emmanuel Quickley, ils ont lâché RJ Barrett. C'est vrai. Donc je mets ça un peu en dessous de Jrue Holiday, moi, perso. Mais oui, je suis d'accord pour les Knicks. Super trade. Ouais. Moi, je trouve que les Sixers sont très bien débrouillés pour trader Harden. Hein. Ouais, alors Harden et Lillard, qu'est-ce qu'on en fait de ces trades alors? Lillard, il est dans l'autre catégorie pour moi. Ah, d'accord. Harden, tu trouves que les Sixers sont gagnants alors? Gagnant, je sais pas. Mais je pense que c'est quand même un des meilleurs trades de la saison dans le sens où ils étaient coincés avec un joueur chiant, on le connaît, talentueux, Harden, attention, hein, je remets pas en cause son talent, mais il est chiant, il peut te péter un groupe, hein, sans problème, il peut te péter un groupe Harden. Et ils ont réussi à manœuvrer ça à peu près correctement pour pas trop se faire exploiter et quand même ramener une contrepartie sérieuse, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, les Sixers, avec Embiid qui revient de blessure, on croise les doigts, on espère qu'il va tenir. La progression de Maxey, et entre les deux, tu vas me mettre des ailiers expérimentés à la Batum et tout, là. Ils sont forts, les Sixers, là. Ils ont gagné en profondeur dans l'échange. Donc, ils s'en sont... C'est pas le meilleur trade, mais je pense qu'ils se citent parce qu'ils s'en sont extrêmement bien sortis d'une situation qui était chaude, quoi, qui sentait pas bon, quoi, tu vois. Moi, Lillard, j'ai quand même envie de le mettre là-dedans dans les bons, même si on voit pas pour l'instant... Mais alors, dans quel point de vue tu le penses dans les bons? Pour les Bucks? Oui, pour les Bucks, pardon. Oui, pour les Bucks, bien sûr. Ah oui, pour les Bucks, j'entends. Parce que tu vois, c'est pas souvent que tu peux choper un joueur de ce calibre sur le marché, et ils l'ont fait pour pas tant que ça, je trouve. Parce que Jrue Holiday, on l'a dit, très bon joueur, mais finalement, comme c'est un échange sur le même poste, donc tu te sépares d'un truc, mais tu récupères un truc encore meilleur. Donc ça se voit pas pour l'instant, il y a pas un bon coaching, etc. Ça s'est vu 2-3 fois dans le clutch.
Mais techniquement, ça apporte un mec qui manquait aux Bucks, c'est-à-dire un vrai porteur de balle d'élite, quoi. Donc ça, j'aime beaucoup. Non, ça, je suis d'accord. Et puis un porteur de balle d'élite et un scoreur élite sur demi-terrain. Ouais. Ah ouais. Que j'aime bien Middleton, mais je voudrais bien revoir Middleton, tu vois. Là, on voit Christophe en ce moment. Enfin, ça va un peu mieux, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais. Avant, ils avaient Middleton. On a vu des fins de match, Middleton, mi-terrain, incroyable, machin et tout, nanana. Là, ils l'avaient plus trop et ça leur a joué des sacrés tours aux Bucks. Hein. Effectivement, là, avec Lillard, alors non seulement tu dois sortir sur lui à 9 mètres parce qu'il peut vraiment te mettre tranquillement un tir très important à 9 mètres du panier. Mais Lillard, c'est un joueur qui sait driver au bon moment, il est très sous-estimé sur plein d'autres aspects du jeu sur demi-terrain, Damian Lillard, hein, on n'en parle jamais, mais ouais. il sait aller chercher les lancers qu'il faut. Lui aussi, il peut te rentrer dans le périmètre et te pull-up un petit jumper à 5,50 m tout tranquillement, il sait faire aussi, hein, Lillard. Donc non, ça c'est sûr, je suis d'accord. Non, on le voit pas trop, mais je pense que c'était un bon trade, ouais. Et puis même lui ne fait pas une grande saison par rapport à ses standards, et pourtant, les Bucks sont quand même bien meilleurs offensivement, notamment de par son ajout, quoi. Alors que lui n'est pas encore à son top, quoi. Donc il est pas bien dans sa tête, et puis je pense que psychologiquement il s'attendait pas forcément à aller à Milwaukee. Ça a foutu, visiblement c'était déjà un peu le bazar au niveau perso, mais ça l'a mis encore plus. Il a fallu qu'il s'adapte dans une équipe qui elle-même devait s'adapter à un nouveau coach. Enfin, compliqué, très compliqué. Dernier avant qu'on passe au pire trade, même s'il n'est pas au même niveau, mais j'ai bien aimé côté Suns, évidemment. Côté Suns, le Grayson Allen Nurkic, finalement. Côté Suns. En fait, les Suns ont lâché Ayton et ont récupéré des contreparties tout à fait honnêtes. Moi, sur le coup, j'étais là genre, j'aurais aimé un peu plus avec Ayton. En même temps, je me rends bien compte de ce qu'il représente aussi dans la ligue. Ouais. Et avec le recul, je pense que c'est pas du tout là que les Suns se sont ratés en termes de construction d'effectifs. Ouais. Nurkic, Grayson Allen, ça fait grave le boulot. Même les petits ajouts là qu'on a pu faire après autour, c'était pas si mal. C'est pas si mal. Après, moi, j'en ai un autre comme ça. Vas-y. Moi, j'ai le Gafford à Dallas. Hein. Oui, j'avais noté aussi, ouais. Pas mal. Tu sais que le Gafford à Dallas, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Hein. C'est bon bricolage, enfin de la verticalité pour Luka Doncic. Enfin, il y avait déjà Lively qui était arrivé depuis quelques mois, mais il a besoin de joueurs un peu qui ont cette verticalité pour les fameuses passes de pick and roll. Ouais, ça leur évite de se faire trop défoncer au rebond aussi. Enfin, en c'est plus, pas mal. C'est pas mal. Je suis d'accord. Et donc, on peut passer au pire. Je sens que tu as envie de nous parler de quelques trades. Il y a des candidats. Alors, donc, tout à l'heure, tu m'as dit Bradley Beal est une star. Est-ce que les stars, elles rentrent dans les histoires de trade ou pas? On peut. Si les stars rentrent, je pense qu'il y a Bradley Beal qui est tout en haut parce que c'était pas du tout un bon trade pour les Suns. Je veux dire, je veux pas critiquer tellement le talent du gars. Il sait jouer au basket, il essaie de s'adapter, mais il y a déjà Devin Booker qui est dans son registre et son poste. C'est son poste et son registre. Donc l'un des deux est obligé de jouer un. Déjà, rien que ça, c'est un peu chelou. Ensuite, c'est pas comme si les Suns avaient des gros problèmes de scoring. Il y a aussi Kevin Durant dans l'équipe. Donc, j'ai pas compris. J'ai compris le délire de peut-être la fin de contrat de Chris Paul et tout. Fallait trouver un trade et tout, machin. Ça, je comprends. Mais j'aurais presque préféré dumper encore plus Chris Paul plutôt que de m'alourdir et de me bloquer avec l'énorme contrat de Bradley Beal, en fait. En fait, je pense que pour les Suns, techniquement, le tactico-technique, là, tu vois, je trouve pas que l'apport de Bradley Beal soit dingue, parce que ses points forts sont pas ceux dont les Suns avaient le plus besoin, forcément. Ouais. Et en plus, contractuellement, c'est un boulet fini, quoi, pour les Suns, quoi. Donc, j'ai pas compris ce trade, j'aime pas ce trade, et je pense qu'il fait beaucoup de mal aux Suns cette saison, ce trade. Je suis moins sévère que toi sur le côté sportif, mais je comprends le raisonnement que tu dis où finalement tu n'avais pas besoin de scoring, donc peut-être que les 50 millions de salaire de Bill, tu aurais pu avoir 3 role-players à 15 millions l'année et tu aurais eu une belle profondeur d'effectif, quoi. Donne-moi 3 3&D là. Ouais. Je prends, moi. Je comprends l'idée. Tu vois je pense qu'on peut aussi le mettre pire trade de l'année pour les côté Wizards aussi, hein, pour le coup. Parce que comme il avait une trade clause, ils n'ont pas eu grand-chose en retour non plus, hein. C'est sûr que c'est pourri pour les Wizards. Ah non, mais c'est vraiment le pire. Pour moi, c'est vraiment le pire trade. Ayton, non? Qu'est-ce que t'en penses, Ayton, pour Portland? Oui, mais disons que Portland était dans une situation compliquée. Ça s'explique un peu plus que les Suns. Les Suns, c'est quoi? Il y avait quelle urgence à aller chercher Bradley Beal? Se débarrasser du contrat de Chris Paul? C'est bon, ça va.
Tu vois, Ouais. genre, les Blazers, je trouve qu'il y a une plus grosse urgence. Ils étaient coincés, Lillard voulait se casser, c'était la merde, ça parlait que de ça. Et à un moment donné, t'as une équipe jeune, t'as envie de passer à autre chose pour développer tes jeunes, quoi, tu vois. Donc là, il y a une opportunité. Les Suns te permettent en triangle de bricoler avec les Bucks, tu vois. Les Bucks acceptent de lâcher un petit Grayson Allen en plus. Psh, je te dis pas que c'est le trade de l'année pour les Blazers, attention, c'est pas du tout ce que je dis, hein. Mais t'as récupéré un petit Toumani Camara dans l'affaire et tout. C'est pas terrible. Moi, je pense que Ayton est un joueur qui, si un jour il trouve le bon coach, et alors c'est sûr c'est pas de Chauncey Billups, hein, Il est pas coach. mais si un jour il trouve le bon coach, je pense qu'il peut vraiment devenir un vrai pivot élite. Moi, je le maintiens, j'y crois. Faut que juste qu'il ait un coach qui le mette bien mentalement, qui lui donne envie tout le temps de se défoncer. C'est dans la relation avec son coach. Ou la relation avec son franchise player Ayton. Tu vois, là, bon, là, évidemment, au Blazers, c'est en construction, donc c'est pas facile. Mais je mettrais pas ça en pire trade. Ok. Bah alors c'est peut-être effectivement si on a des sensibilités différentes sur le potentiel d'Ayton, mais ce que je regrette un peu, c'est pas un trade catastrophique parce qu'ils ont eu pas mal d'assets aussi en plus, comme tu dis. C'est ça. Ce qui me dérange, c'est que Lillard c'était tellement the big thing que pourquoi est-ce que ta priorité c'est d'abord de dire on veut Ayton et ensuite on cherche où on envoie Lillard. Je pense qu'ils auraient pu avoir une pièce centrale du trade de Lillard qui aurait été mieux. Alors Taylor Hero c'était pas fantastique non plus, mais je sais pas, je me demande s'ils auraient pas pu faire mieux. Mais bon. Après, tu disais, il était en bataille avec qui alors le trade de Bill? Tu pensais à un autre qui était mauvais de trade? Oui, bah oui, et qui concerne un peu indirectement Bradley Beal. C'est Ouais. Jordan Poole. Ah, alors dans quel ouais. sens et pour Ah, qui? je sais que tu l'adores, Oui. mais là, désolé, bah pour les Wizards c'est une catastrophe. Genre, bah oui, ils avaient pas envie de garder le contrat de Chris Paul, mais pourquoi? Enfin là, quand tu vois comment Poole n'avait pas envie de venir aux Wizards, comment il est fébrile mentalement et qu'il a mis un temps fou. Je veux dire là, Ouais. on n'a pas reconnu Jordan Poole de la saison entière. C'est pas genre il a eu du mal à démarrer ou quoi. C'est parce qu'il avait pas envie d'être là, il avait pas envie de ce projet. Je pense que quand il a pas envie, ça doit être un joueur détestable. C'est pas vraiment le leader qu'il pense être. Et là, je pense qu'il l'a compris. Enfin, énormément de choses qui se sont passées autour de Jordan Poole. Du coup, il a plus du tout exprimé son talent sur le terrain parce qu'attention, il a du talent sur le terrain. Hein, je suis pas en train de dire le contraire. Et du coup, je pense que c'est un trade vraiment pas terrible, parce que même catastrophique, parce qu'il y en a pour longtemps, il y a un long contrat, la valeur de Poole, elle en est où aujourd'hui? Qui va venir sur Poole, là? Et les Wizards, c'est quoi? Ils vont continuer avec du Kuzma Poole, avec Bilal Koulibaly au milieu? Oh là là là. Pas terrible comme trade. La valeur de Poole, elle est grillée. Donc juste avec un peu de frites et ça fait du bien. Mais Non, mais tu vois, non, attends, le truc, c'est que je suis moins sévère avec Washington. Parce que je pense que Washington, ils jouent rien, quoi. Ils reconstruisent. Bon, bah, ok, c'est un mauvais choix, mais ils font peut-être le pari. Mais ok, c'est pas très bon, mais Washington joue rien. Par contre, moi, j'avais dans les mauvais trades de l'année, peut-être le pire, Chris Paul aux Warriors. Même s'il a une valeur, même s'il aide en un sens. Ah bon, mais moi, on m'a expliqué que Chris Paul, il allait révolutionner le banc des Warriors. Moi, je comprends pas. Je trouve qu'ils auraient pu faire beaucoup mieux que bazarder vite de Jordan Poole contre Chris Paul, quoi. Ah ouais, je suis d'accord. Mais à l'époque, quand j'ai dit ça, je l'ai dit. Je pourrais te retrouver. Je me suis fait beaucoup tenser en mode, mais non, c'est exactement ce qu'il faut aux Warriors, Chris Paul. Mais non, mais il aide un peu, mais je suis pas sûr qu'il ait beaucoup de ouais, temps en playoff, en minutes, vu la défense, il y a redondance de profil. Bon. Non, Guillaume, il peut pas. Moi, je l'ai vu 2 années de suite aux Suns, il ne peut plus. C'est pas qu'il peut pas, c'est qu'il ne peut plus. Il ne peut plus, Chris Paul, il peut plus. Physiquement, il peut plus. Il peut plus jouer en playoff. Enfin, jouer, je suis vache, mais défendre, c'est sûr, il peut plus. Tu l'aurais en bye-bye Player of the Year ou quand même pas? Bye non, parce que je pense qu'il y a des équipes qui peuvent encore avoir tout à fait besoin de lui et tout, mais croire que Chris Paul est une pièce même importante de ta rotation de 8-9 en playoff, en défense c'est non, et en attaque, plus ça va, moins ça va. Bah, c'est surtout que tout son argent de salaire aurait pu être alloué sur des meilleurs joueurs qui auraient peut-être mieux fité. En plus, il a un gros contrat. Warriors, Tout quoi. à fait. Tout à fait. On est d'accord. Un dernier Vas-y. que j'avais à citer, moi, c'est Hayward à OKC. Je suis pas fan. Je suis pas fan que ce soit ça le move que OKC ait fait. Ah, j'aime bien, moi. Moi, j'aime bien. En plus, je trouve qu'ils ont finalement pas lâché des joueurs si importants que ça dans leur rotation. Ils ont pas vraiment touché à leur rotation, en fait. Donc, moi, j'aime bien. J'ai pas de problème avec ce trade, moi. C'est surtout que, est-ce qu'ils auraient pas pu faire
Enfin, j'aurais voulu qu'ils fassent un trade, un meilleur que ça, quoi, parce que ils ont dépensé la cartouche, le contrat de Bertans, donc il faisait pas partie de la rotation, mais est-ce qu'ils auraient pas pu utiliser cette cartouche sur autre chose? Pour avoir un meilleur joueur que Hayward? Je pense, ouais, je suis un peu déçu de ça, je dois dire. Moi, je veux bien voir les playoffs, moi. Pour être Tu penses sûr. qu'il va beaucoup jouer en playoff? Beaucoup, non. Mais je pense qu'il peut faire du bien sur de nombreuses séquences. Ok. Bon, c'est pas le pire, Ouais. on est d'accord, c'est pas le pire, mais Non, c'est pas le pire. on est d'accord. Ah bah tiens d'ailleurs, pourquoi finir le trio, quel est le meilleur trade qui aurait dû se faire selon toi? Moi, comme tu as compris, je vais partir un peu sur OKC, mais j'attends toi, quel est pour toi le meilleur trade qui aurait dû se faire et qui ne s'est pas fait? Ah bah... Lillard à Miami. Pas mal, oui. Ah bah... Oh là là. Effectivement, j'y avais pas pensé, mais... Oh là 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 là. Il avait envie d'y aller. Ils avaient envie de le faire venir. Alors, Pat Riley et les gars des Blazers n'ont pas réussi à se mettre d'accord et tout. Ok, très bien, j'ai compris. Les Blazers voulaient pas Tyler Hero. Je suis d'accord. Mais d'un point de vue Lillard et d'un point de vue Miami, c'est dommage. Moi-même, j'aurais bien voulu voir ça en tant que spectateur, déjà. Je pense que le fit aurait été bien meilleur qu'à Milwaukee. Mais vraiment. Puisque tu serais arrivé dans une structure avec le coach, il est là. Jimmy Butler, il est là. Bam Adebayo, il est là. Et tu rajoutes Damian Lillard à la main avec les soutiers, les jeunes, les machins, les mecs qui vont nous chercher au fin fond des 100 contrats, là, qui nous font jouer, là, Haywood et Smith, machin. Enfin, c'est incroyable le travail de Miami sur le développement de joueurs. Tu me mets Lillard là-dedans, alors qu'on dit tous que le point faible en playoff sur certaines fins de match, oui, des fois Butler un peu cramé et tout, ça leur ferait du bien. Un gros joueur offensif. Enfin, Lillard à Miami. Ouais. Le meilleur trade qu'aurait dû se faire. J'ai honte de moi, j'y ai même pas pensé, mais oui, de loin, de très loin. Ça aurait été parfait, ouais. Ça aurait été parfait. Oh là là, ça aurait été incroyable, je pense. Du coup, pour continuer sur ce qu'on a dit tout à l'heure, moi, le fait que Chris Paul ne soit pas re-échangé, j'étais un peu déçu aussi, du coup. Parce que. C'est vrai. T'as raison. raison. Il aurait pas tout pu à en fait. février refaire un truc, tu vois. Il aurait fallu. Je sais pas. Bah, si, Surtout, t'as tu sais, raison. ils ont mis dans le 5 de départ Kuminga, ils sont passés sur une équipe qui est plus en transition, qui est plus ce genre de style de jeu. Il y a peut-être moins besoin, j'aurais peut-être voulu qu'ils tournent la page pour s'améliorer là sur la fin de saison. Je ne sais pas. Et non, moi, globalement, alors OKC, j'aurais préféré, comme dit, qu'ils fassent un meilleur trade. Et donc, je mélange un peu les deux, soit OKC, soit Brooklyn, en fait. Est-ce que Michael Bridges à OKC, ça aurait pas été le méga trade à faire, quoi? Ouais, le problème, c'est que tu pouvais pas lâcher que des bouts de rotation. Fallait lâcher autre chose. Fallait casser un petit peu ta rotation. Je pense. Je pense pas que Brooklyn te le donne. C'est le problème d'OKC niveau salaire, ouais. Je pense pas que Brooklyn te le file contre Bertans, Micic et je ne sais plus ce qu'ils ont filé. Non, mais tu vois, si tu mets Bertans, Micic et plein de tours de draft, genre t'en mets 7 ou 8, est-ce que Brooklyn dit pas oui? Je pense Peut-être. que, bon, c'est pas réaliste, mais j'aurais beaucoup aimé. Pour moi, c'est le meilleur trade qui aurait dû se faire parce que je reste c'est pas que j'ai peur pour OKC, mais je pense qu'ils avaient les moyens de faire le trade en plus. Ouais. Et ils l'ont pas fait. C'est pas grave, ils sont déjà très bons comme ça, mais tu vois, tu me rajoutes un Michael Bridges là-dedans, j'aurais été, ah ouais, là on va au titre, quoi. Moi, tu vois, j'aurais préféré voir OKC monter dans ce cas-là. J'aurais préféré les voir monter sur un joueur plus poste 4. Mark Allen? Peut-être? Par exemple. Ouais. Même un John Collins, tu vois, en fonction de la contrepartie. J'aurais préféré les voir monter là-dessus. Je pense que ça, c'est peut-être, on va se dire, en playoff, on va peut-être se dire, tiens, merde, c'est con, c'est vrai qu'ils sont un peu courts. Parce que Jalen Williams est obligé du haut de son poste de sophomore et que c'est pas un vrai 4, Jalen Williams se retrouve extrêmement souvent en 4. Ouais. Un peu petit, il est costaud, mais il est un peu petit et tout, et je pense qu'en playoff, ça peut se voir. Et j'en avais deux autres, deux vite fait, mais qui sont Vas-y. pas au même niveau que Lillard à Miami. Bruce Brown à New York, ça aurait été cool, quand même. Bruce Brown Ouais, à New York, Je suis je d'accord. pense. Et non, Brogdon qui est pas parti de Portland, est-ce que un Brogdon aurait pas pu sortir du banc pour une bonne équipe sur les playoffs 2024 là, tu vois, genre aux Sixers par exemple, ça aurait été cool. Ah ouais, grave. Et ouais. Moi, pendant tout un moment, je voulais j'aurais bien voulu que les Suns essayent de gratter Brogdon, tu vois. Oui, d'accord. Tu vois? Ah ouais, non, Brogdon, je suis tout à fait d'accord. J'aime beaucoup Brogdon. T'as raison, Brogdon, il y a un trade qui aurait dû se faire. T'as raison. Même en début de saison, je pensais à Rob Williams qui aurait pu aller ailleurs aussi, mais bon, lui il était blessé, donc ça compte pas. T'es blessé, ouais, c'est plus Il compliqué. était blessé, et puis donc dernier trophée déjà, Alex, on arrive à la fin. Quel est ton trophée du c'est l'heure de tout faire péter, mais alors à une échelle collective, c'est-à-dire c'est l'heure de, allez, le projet, on en a marre, on est en milieu de tableau, on en a marre, on fait tout péter. Quelle est pour toi l'équipe où il faut un peu faire page blanche, au moins en partie? Il y a quelques très beaux candidats, Ouais. mais je pense qu'il y a une équipe qui domine absolument ce game, c'est les Chicago Bulls. Oui, je pense qu'on est d'accord. Franchement. Faut arrêter là. Faut arrêter les frais là.
tu me brades Zach LaVine, tu re-signes pas DeRozan, il part, c'est pas grave, tant pis. Tu fais tout, absolument tout péter, tu gardes Kobe White, là il a bien progressé, il est jeune. Ouais. Peut-être tu laisses sa chance à Patrick Williams, à voir, je sais pas, mais tu gardes les jeunes. Ouais. Et le coach, ça dégage, et tous les joueurs avec des gros contrats, ça dégage, tous. Et tu récupères des pics de draft, tu bricoles, tu y vas. C'est parti, bottom pendant au moins 2 saisons. Tu gardes peut-être Ayo Sumnu aussi, qui est sympathique. Allez, le oui, jeune, voilà, là, très bien, tout à fait. J'ai pas pensé à lui, tout à fait, ouais. Kobe Exactement. White, comme tu dis, Dosumnu et Patrick Williams qui sont jeunes, tu les gardes, et le reste démarre fin de contrat, peut-être pas. Zach LaVine, bon, joueur imparfait, mais quand même, il a des années de contrat, ça s'échange, quoi. Il est cher, mais je suis sûr que tu trouves. Ouais. Vucevic, moi je suis pas fan, mais alors pas du tout. Non, tu trades. Non, tu trades Vucevic. Et même, tu vois, un Caruso. Je pense que Caruso, si tu pars sur une reconstruction, tu vas pas en avoir besoin, mais par contre, tu peux le vendre. Tu récupères des pics de draft. Ouais, tout à fait. Role-player d'élite, pour une équipe d'élite, ouais, je pense que... Ouais. T'as même des équipes un peu plus middle qui vont avoir des bons pics de draft à te filer, je pense, pour Caruso. On est d'accord. J'en avais un autre. Est-ce que Brooklyn, c'est compliqué à cause de leur situation de choix de draft, Si. Bon, Brooklyn... En fait, Brooklyn, leur problème, c'est qu'ils ont un effectif vraiment cool pour accueillir une star. Il y a plein de role-players, il y a le lieutenant qu'il faut et tout, mais comment tu fais pour faire venir une star? C'est peut-être pas tout pété, Brooklyn, allez. Mais il y a du taf. Tu veux savoir qui sont les stars de la Free Agency 24, pardon. Pas 2014, on est vieux, Alex. Vas-y. C'est Tobias Harris, c'est Gordon Hayward, c'est DeMar DeRozan, justement. Il y a du Buddy Hield, D'Angelo Russell, Gary Trent. Paul George, peut-être, éventuellement. Paul George, c'est l'exception, mais bon, je le vois pas aller à Brooklyn. Donc, ouais. Le problème, tu sais, c'est qu'ils ont tous leurs choix qui ont été balancés dans l'échange de Harden. Donc, il y a beaucoup de choix qui vont aux Rockets, donc ils peuvent pas être mauvais, mais je sais pas. Tu vois, pour le coup, moi, je ferais bien l'échange de j'envoie Michael Bridges aux Rockets et vous nous donnez tous nos pics. Comme ça, on peut commencer à tanker. Rendez nos pics. Rendez-nous nos pics et on recommence à tanker, nous, tu vois. Et ouais. Mais les Bulls sont quand même, les Bulls sont quasiment intouchables. Hein. Oui, les Bulls sont intouchables. Mais j'en avais un autre. Wild Card. Est-ce que les Warriors, il faut pas faire péter pas mal de trucs un peu quand même là? T'aimes bien, tu veux déchaîner les enfers, toi. J'aime bien tout péter, moi. Moi, je garde Curry et Draymond et je fais péter tout autour pour dire, allez, on reconstruit bien. Ah ouais? Ouais, donc tu gardes les mecs historiques parce que c'est pas des mecs sur lesquels tu construis, ils ont plus l'âge pour ça. Oui, non, alors reconstruction, non, je voulais pas dire... pardon, je voulais pas dire on tank et on échange Curry, non, pardon. Je voulais dire, du genre, tu gardes les bons, et puis Klay Thompson, non, Chris Paul, non, voire Wiggins, quelques jeunes. non. Ouais, tu vois, c'est peut-être du remodeling, effectivement, plutôt que on fait tout péter, je suis d'accord, effectivement, t'as raison. Les Hawks? Les Hawks, moi, je suis d'accord aussi. Hein. Moi, je garde Jalen Johnson et je garde Trae Young et tu fais tout péter ailleurs. Hein. À part ces deux-là. T'es d'accord, hein? Ouais. Mais qui veut des jeunes Murray? Ça dépend. Si tu fais pas trop ton gourmand, tu vas peut-être trouver une équipe ou deux qui vont te le prendre. Comme Capella, quoi. Tu sais qui c'est qui va prendre des jeunes Murray? C'est Chicago. T'es salaud. C'est possible. Je pense. Bon, ben voilà, on arrive au bout. On a décerné une bonne douzaine de trophées. C'était très sympa. Merci beaucoup, Alex, d'être passé sur le Basket Lab. Bah, merci à toi. C'était très cool, effectivement. C'est marrant, les trophées. Ça permet de se plonger, d'essayer de visualiser la saison sous d'autres angles. J'aime bien. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Et donc voilà pour notre QV 2024 de nos trophées très particuliers. C'est un peu le jeu, on fait pas comme tout le monde le MVP, le DPOY, le MIP, le Rookie de l'année, etc. Mais en tout cas, on ne le fait pas sur le Basket Lab, on le fait pas dans nos trophées 2024, mais par contre, cette année, si ça vous dit, et normalement, eh bien on se donne rendez-vous ce soir sur Twitch, ou alors, si vous écoutez ça plus tard, le replay sera dispo sur YouTube, donc sera déjà disponible. Normalement, les trophées classiques, on les fait aujourd'hui aussi, on les fait sur Twitch. On les fait ce soir, vu qu'on a nos trophées du Basket Lab un peu particuliers, mais je me suis dit, on va aller sur Twitch pour fêter la fin de la saison d'hebdo, de saison régulière. Et donc ce soir, sur Twitch, rendez-vous avec la rotation complète de l'hebdo, c'est-à-dire Azad, Baptiste et FD, tous les trois ensemble ce soir pour une hebdo en live, ou alors le replay pour vous, si vous êtes plus tard. Et donc l'objectif, ce sera de faire une hebdo un peu en live, donc les news de la semaine, 2-3 notes sur les matchs, mais surtout le but de cette soirée,
ce sera de faire les trophées habituels. Donc ce soir sur Twitch, normalement, on va parler de défenseur de l'année, on va parler de MVP, on va parler de MIP, on va parler de rookie de l'année, on va faire les All NBA, on va faire les All Defense, tous les classiques. Rendez-vous ce soir sur Twitch ou alors directement sur YouTube pour le replay. Et donc nous en podcast la prochaine fois, je ne sais pas trop quoi vous dire. J'ai plein de trucs en stock, mais je sais pas trop exactement. Il est possible que la prochaine fois on parle de lancer franc, peut-être. On verra ça. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Un grand merci, évidemment, à Alex d'être passé sur le Basket Lab. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.